Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de naze, c'est moi le chef et aujourd'hui on va aborder un sujet qui fera de moi un youtubeur un peu plus problématique qu'il ne l'est déjà. Or c'est un sujet dont je veux parler depuis plusieurs années, mais à chaque fois j'oublie en fait, parce que j'ai tendance à oublier les sujets que je veux faire. Hein, t'as qu'à me suivre sur Twitter, tu verras à chaque fois que j'annonce je vais faire une vidéo là-dessus, et j'oublie, donc je la fais pas. Donc voilà, et en plus là on est début mars, et début mars c'est quoi? C'est plus ou moins, il y a la journée de la femme qui arrive. Voilà, alors, au moment où je tourne cette vidéo, c'est peut-être pas encore passé, mais au moment où je la sortirai, ça sera peut-être déjà passé, voilà, on sera pile poil dedans, bref, on s'en fout. Et justement, à cette occasion de la journée de la femme, c'est dans cette période que on se met un petit peu, il y a des tas d'articles, de billets de blog, de threads de Twitter, qui se mettent à analyser, à cette occasion, la place des femmes dans les médias, la représentation des femmes dans les médias, et notamment les médias de divertissement de masse, j'ai envie de te dire, c'est-à-dire le cinéma de divertissement, grand spectacle, blockbuster, tout ça, les jeux vidéo, les comics, les mangas, tutti quanti. Et donc tous les ans, parmi cette masse de billets de blog, d'articles, de threads, il y a un sujet qui ressort, en particulier, et qui me hérisse le poil. Parce que je trouve que c'est un non-sujet, que c'est un truc un petit peu à côté de la plaque. Pour moi, après toi tu vois ce que tu veux, on va en parler. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome Trinity, ou Trinity Syndrome. Et là tu te demandes certainement, mais qu'est-ce que c'est le syndrome Trinity? Eh ben ne bouge pas, je vais te l'expliquer tout de suite. Eh oui. Le 16 juin 2014, la journaliste Tasha Robinson publie un article sur le site The Dissolve, que si j'ai bien compris est un site cinéma. Son article se nomme We're losing all our strong female characters to Trinity Syndrome. Ouais, je sais, là tu dis avec l'accent. Ce qui pourrait se traduire grosso merdo par nous perdons tous nos personnages féminins forts à cause du syndrome Trinity. Ou dans le syndrome Trinity, bref, on s'en bat les couilles, t'as compris l'idée. Ouais. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est le syndrome Trinity? Le syndrome Trinity, c'est un trope, hein, autrement dit un cliché, un stéréotype qui est forcément oppressif, sinon c'est pas drôle, dans lequel, dans un film ou dans une histoire, il existe un personnage féminin fort, mais alors très fort, genre badass, charismatique, ultra compétente, tellement ultra compétente qu'elle l'est bien plus que le héros principal de l'histoire, mais à un moment donné du film, ou de l'histoire, eh ben ce personnage féminin est relégué au simple rang de sidekick, parce que le beau rôle est pris par l'héros, le héros mâle, qui est souvent blanc, hétéro et cisgenre, donc c'est forcément un oppresseur. Bah, obligé, oui. Et ça s'appelle le syndrome Trinity, ou Trinity Syndrome, t'appelles ça comme tu veux, parce que, justement, dans l'article de base, le principal exemple pour expliquer un peu ce trope, eh ben c'est l'exemple et l'analyse du traitement du personnage de Trinity dans la trilogie Matrix, enfin, principalement dans le 1. Ouais. Bon, j'imagine que tout le monde a vu Matrix, hein, et si tu l'as pas vu, ben je vais te spoiler comme un gros bâtard, tant pis pour ta gueule. Hein, voilà, fallait avoir Matrix, c'est tout. Dans Matrix, Trinity est présentée au début du film comme une meuf giga badass qui a besoin de l'aide de personne. Mais Neo, qui est l'élu de la prophétie, qui au début du film ne sait strictement rien faire et comprend rien à rien, finit quand même par devenir meilleur qu'elle et par sauver le monde. Trinity ne devient plus qu'un vulgaire psychic, et plus grave encore, l'intérêt romantique du héros. Alors l'article de base propose plusieurs films pour mettre en évidence ce trope. Hein. Il y a Matrix, Dragon, Lego The Movie et The Hobbit. Mais en surfant sur le net, il existe une espèce de tier list de films qui usent de ce trope. Évidemment, ce sont tous des films de divertissement très grand public. Hein. Il y a Harry Potter avec Hermione, Wanted avec Angelina Jolie, Rita Vatratsky dans Edge of Tomorrow, Hit Girl dans Kick-Ass, Hope Van Dyne dans Ant-Man, et j'en passe. Alors dans cette vidéo, je vais donner mon avis, mon opinion, mon analyse sur la pertinence de ce trope. Alors c'est mon avis, c'est le mien. Tu as droit d'en avoir un autre. Et comme d'habitude, je suis tout à fait ouvert au débat et à la discussion dans les commentaires de la vidéo. Donc ça reste courtois, cordial, et voilà.
Ouais. Bon, normalement, si tu suis ma chaîne depuis un moment, tu as dû constater, remarquer, que au-delà de parler de manga, de pop culture, de cinoche, trucs comme ça, ce qui m'intéresse, moi, mon délire, c'est de parler de narration, de comment on écrit une bonne histoire, qu'est-ce qui fait qu'une histoire est une bonne histoire, le fameux « qu'est-ce que ça raconte ?» Là, tu connais les bails, tu vois, ça t'évoque quelque chose, forcément, si tu regardes la chaîne. Oui. Donc là, ici, je vais analyser, donner mon avis, explorer le syndrome Trinity en prenant compte des critères purement artistiques. Je vais parler de narration, ça va être le seul point de vue qui va m'intéresser ici. Donc je vais faire ça sans aucune idéologie derrière, si tu veux. Sans a priori sur les films. Que j'aime Matrix ou pas, on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Que je sois féministe ou pas, on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On va analyser ce trope que d'un point de vue narratif. Voir est-ce qu'il est pertinent d'un point de vue narratif de dire ce qu'ils disent dans cet article. C'est tout. Je ne parlerai pas non plus de mise en scène, de cadrage, de trucs comme ça, parce que bon, je suis pas compétent pour parler là-dedans. Ce genre de trucs, on s'en fout. En revanche, je pense que avec ma chaîne, tout ça, pour parler de narration, voilà, je pense que j'ai un peu des compétences là-dedans, pour en parler un petit peu, et pour mansplainer comme un gros porc. Ouais. Quand on regarde tous les films présentés dans l'article pour illustrer le syndrome Trinity, normalement on remarque quelque chose. Ils ont un point commun, enfin, hormis le fait d'être des films horriblement sexistes qui assoient de manière sournoise la suprématie du patriarcat blanc, cisgenre, hétérosexuel, ce qui est atroce, faut le savoir, et ben ils ont un autre point commun, ces films. Un autre point commun qui, normalement, quand tu le regardes de manière objective, de manière neutre, de manière purement artistique, tu vois qu'ils ont tous un point commun, et ce point commun se voit normalement comme le nez au milieu de la figure. Enfin, si toutefois tu as un nez au milieu de la figure, je ne devrais pas par là employer une expression validiste qui exclurait de fait les gens qui n'ont pas de nez. Hein, Krillin, on pense à toi très fort. Ces films ont tous la même structure narrative. Ils utilisent les mêmes recettes de narration. Ces films sont tous des récits de type quête initiatique. Ce qui est le b.a.-ba, le niveau 1 de l'écriture d'histoire. Je ne vais pas te prendre la tête avec le monomythe de Joseph Campbell, dans son essai Le héros aux 1001 visages, que je n'ai pas lu mais dont tout aspirant auteur a entendu parler, qui grosso merdo explique que tous les récits mythologiques empruntent toujours les mêmes éléments fondamentaux, etc. etc. L'exemple qu'on prend le plus souvent pour illustrer, c'est Star Wars de George Lucas. Dans Un Nouvel Espoir, il applique les principes de Campbell à la lettre. Et Star Wars, bah il se trouve que c'est une quête initiatique. Les quêtes initiatiques de base, qu'est-ce que c'est? C'est un héros un peu naïf, un peu ignorant, qui part accomplir une quête, souvent une quête d'origine divine, et au cours de sa quête, il va rencontrer des alliés, des mentors, des adversaires qu'il devra vaincre. Et à la fin de l'histoire, le personnage sera accompli, grandi, héroïque, et il apportera quelque chose au monde qui l'entoure. Et Matrix, ben c'est exactement ça en fait. Neo, au début du film, il quitte son monde, la matrice, pour s'aventurer dans un autre. Il est naïf, il est ignorant parce qu'il doit tout apprendre de sa nouvelle réalité, et il a une mission divine. Il est l'élu de la prophétie, celui qui libérera l'humanité de la matrice. Et au cours de son voyage, il rencontre des alliés, des mentors qui vont lui enseigner ce qu'il ignore. Il doit terrasser des ennemis, et à la fin du film, il est grandi, plus fort, accompli, il est l'élu, celui qui libérera le monde. Et c'est exactement la même chose pour tous les films cités à 2-3 poils de cul près. Ant-Man est une quête initiatique, Lego The Movie est une quête initiatique, The Hobbit est une quête initiatique, Edge of Tomorrow est une quête initiatique, et ainsi de suite. Voilà. Bref, sachant tout ça, quel est le rôle de Trinity dans cette histoire ? Parce qu'elle est tellement charismatique, badass, indépendante et tellement plus compétente que Neo qu'on pourrait se demander, bah pourquoi c'est pas elle du coup l'élu de la prophétie qui sauve le monde? Eh ben parce que Hollywood est sexiste et qu'il n'autorise pas une femme à sauver le monde tout simplement. Non, je déconne. Bah après peut-être qu'Hollywood est sexiste, j'en sais rien, c'est pas le sujet. Mais je vais essayer de t'expliquer la place de Trinity dans cette histoire. Oui. Si Trinity n'est pas l'héroïne de Matrix, n'est pas l'élu de la prophétie, bah c'est parce que tout simplement, si c'était le cas, l'histoire ne serait plus un récit de quête initiatique. Parce que dans quête initiatique, il y a le mot initiatique, qui vient d'initiation, d'initier, qui veut dire apprendre.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? La quête dans ce genre de récit, au-delà de sauver le monde, c'est aussi une quête d'apprentissage. On cherche à apprendre sur nous-mêmes. On essaye d'apprendre qui on est vraiment, quelle est notre place dans le monde. Or, Trinity, comme le dit l'article, au début du film, c'est déjà un personnage accompli. Elle est forte, badass, sûre d'elle et particulièrement compétente. Elle a déjà parfaitement conscience de la réalité du monde qui l'entoure, et de l'importance de sa mission. Elle n'a rien à apprendre, ou en tout cas pas autant que Neo. Alors oui, au cours du film, elle apprend plus ou moins à avoir la foi. Mais sinon, elle n'a rien à apprendre. Et en termes d'histoire, les personnages qui n'ont rien à apprendre en tant que perso principal, c'est très compliqué à rendre intéressant. Alors qu'un personnage qui a tout à apprendre, c'est beaucoup plus simple à faire et plus facile à présenter au public, parce que le héros découvre l'univers dans lequel il évolue en même temps que le public. Essaye de faire comprendre à tout le monde c'est quoi la Matrice avec seulement le perso de Trinity tel quel en héroïne. Bon, je dis pas que c'est impossible, mais c'est chaud. Trinity, dans l'histoire, tout comme Morpheus, fait office de mentor pour Neo. C'est un peu le level qu'il doit atteindre pour espérer devenir l'élu. Et en plus, Trinity, une bonne partie du film, méprise Neo. Du coup, il doit se prouver sa valeur aux yeux de Trinity pour s'accomplir, si tu veux. En fait, Trinity, c'est un peu la Sasuke de Neo, pour faire une référence un peu manga, pour que tu comprennes bien ce que je veux dire. Ouais, Trinity représente un idéal que Neo doit atteindre, si tu veux. Coup classique, ultra classique dans ce genre d'histoire. Bon, après, il y a le côté Love Interest, qui, je suis d'accord, est un peu bidon, un peu forcé et un peu cucul à praline. Mais est-ce que c'est vraiment sexiste ? Je pense que ça va être une question de point de vue. Soit tu décides de voir ça d'un œil purement romantique et tu te dis qu'au final, s'ils ont réussi à triompher dans l'adversité, c'est grâce à leur amour. Et c'est beau, hein, la foi dans l'amour, tout ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, la force la plus puissante de l'univers, et je pense que c'était l'idée du film. Soit tu te dis, évidemment, la femme badass doit tomber forcément amoureuse du héros qui devient meilleur qu'elle parce que c'est une femme et qu'elle est que bonne à tomber amoureuse du héros, et à ce moment-là, tu peux considérer que oui, c'est sexiste. Soit tu vois ça d'un œil un peu cynique. C'est possible aussi. Ah oui, parce que si t'es un peu cynique, tu peux te dire que Neo a dû au moins sauver le monde pour pouvoir la serrer, et que finalement elle est comme toutes les femmes, uniquement intéressée par le pouvoir, le statut social, et la grosse bite, tu connais les bails. Soit tu te dis juste qu'ils se sont pas foulés, qu'ils ont pas fait preuve de très grande imagination, et qu'ils ont juste utilisé le cliché basique de la romance à la con dans ce genre de film. Hein, c'est un peu le passage obligé. Pour que tout le monde s'y retrouve, il faut qu'il y ait une romance dans ce genre de film, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et tu vois, c'est un petit peu le problème d'aborder les œuvres avant tout idéologiquement, avant de les aborder artistiquement. Parce que tu peux faire dire tout ce que tu veux à une œuvre comme Matrix, en fait. À n'importe quelle œuvre, d'ailleurs. Alors du coup, qu'est-ce qui te semble le plus probable, le plus vraisemblable? Que tous ces films aient été écrits de cette façon, dans le seul but secret d'asseoir la domination des mâles hétérosexuels cisgenres blancs de manière vicieuse, insidieuse grâce au cinéma, soit ce sont juste tous des films qui utilisent des ficelles et des outils de narration éculés, mais toujours très efficaces avec plus ou moins d'imagination et de réussite. C'est à toi de voir, mais ce que je viens de t'expliquer, ça marche avec absolument tous les films de la liste. Hein. Ant-Man, qui est un film OSEF qui se contente du minimum syndical en termes d'écriture, c'est pareil. Hope est le mentor de Scott et ils ont une romance de merde à la fin. Lego pareil, Lucy est la mentor de Emmett et à la fin ils ont une romance à la con. Si tu mets Hope, Trinity ou Lucy en personnage principal, tu ne racontes plus la même histoire. Puis je vais même pas épiloguer sur Hermione dans Harry Potter, parce que déjà hormis l'absence de romance, c'est exactement le même principe. Et surtout, Hermione n'est pas l'héroïne d'Harry Potter, parce que le titre du putain de bouquin c'est Harry Potter, bordel de merde. Je veux dire, le nombre d'articles que j'ai vus qui osent poser la question « Pourquoi c'est pas Hermione l'héroïne d'Harry Potter ?» Waouh! Mais quand même! Il y a des limites à la connerie à un moment donné. Ça s'appelle Harry Potter. What? Mais le problème profond derrière ce syndrome Trinity, bah comme je te l'ai dit, c'est pas un problème d'histoire, parce que si tu analyses ne serait-ce que 2 minutes la structure des récits de ces films, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec le sexisme. Au pire, il s'agit juste de paresse scénaristique. Non, ce qui dérange, c'est la représentation genrée, si tu veux. C'est le fait que ce soit des hommes qui dépassent des femmes. Donc on pourrait imaginer que pour parler au problème, il suffirait de changer les genres des personnages en question. Mais est-ce que ça réglerait vraiment le problème d'un point de vue artistique? Admettons qu'on inverse les rôles, qu'on mette Trinity à la place de Neo et Neo à la place de Trinity. Soit l'histoire d'une femme
naïfe et ignorante, qui a pour mentor un homme méga badass et compétent. Bah moi je te fiche un billet qu'on crierait quand même au sexisme en fait. Peut-être même encore plus, du coup. Ou alors on met 2 hommes, ou 2 femmes, comme ça en plus si tu rajoutes le côté romance derrière, bah en plus t'as une romance homosexuelle, du coup ça sera plus original. Pourquoi pas? Mais admettons qu'on fasse ça, qu'on change les genres, les ethnies, les races, les orientations sexuelles. Est-ce que pour autant, ça donnerait une histoire différente? Ou est-ce que ça donnerait une meilleure histoire pour autant? Franchement et objectivement, non, ça changerait strictement rien, ça serait la même putain d'histoire qu'on a vue et re-revue depuis des siècles et des siècles. Le seul truc qui changerait, ce serait l'interprétation idéologique, politique qu'on pourrait en faire. Mais d'un point de vue scénaristique, ça serait toujours la même merde de base en fait. Le truc bateau, de B à bas, ça ne raconterait rien de plus en réalité. Ça serait exactement pareil, mais avec des trucs inclusifs, ce qui ne change rien à l'histoire, ou à la qualité de l'histoire. T'auras beau mettre tous les trucs inclusifs que tu veux, si t'as une histoire bateau de base, ça restera une histoire bateau de base en fait. Qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Ça, artistiquement, ça vaut rien en fait. Et là du coup, faut qu'on se pose une question assez complexe quand même plusieurs questions. Genre, est-ce que... C'est quoi le plus important dans une œuvre? Est-ce que c'est le côté idéologique ou c'est le côté artistique? Est-ce que le côté idéologique doit servir l'artistique ou est-ce que c'est l'artistique qui doit servir l'idéologique? Même, j'irai même plus loin. Est-ce qu'une bonne œuvre est bonne pour ses qualités artistiques ou est-ce qu'elle est bonne pour son interprétation idéologique possible? C'est chaud à répondre à ça. Est-ce qu'une bonne œuvre est une bonne œuvre pour ses qualités artistiques ou pour l'idéologie qu'elle est censée représenter? Qu'elle représente potentiellement. Par exemple, il y a quelques temps, j'ai fait un menu manga sur Ushijima. C'est l'histoire d'un usurier qui prête du fric à des gens dans la merde et qui les raquette ensuite. En gros. Eh bien, tout ce qu'il y a dans ce manga est moralement ignoble. Que ce soit les personnages, l'histoire, le message derrière, ce manga est tellement sombre et cruel que ça te fout des crises d'angoisse. Et pourtant, artistiquement, c'est absolument génial. Je ne suis pas d'accord avec quasiment tout ce qui est dit dans ce manga, mais pourtant, c'est génial. L'idéologie de ce manga d'un certain point de vue est ultra négative, et c'est pourtant exécuté avec talent. Est-ce que je dois renier le génie qu'il y a là-dedans parce que ça ne colle pas avec mes convictions personnelles? J'ai parfaitement le droit de le faire, mais à ce moment-là, est-ce que je suis encore dans l'art? Ou est-ce que je suis en train de parler d'idéologie? Eh, t'avoueras que c'est complexe à démêler comme merdier. Ouais. D'ailleurs, pour en revenir au sujet de base, des récits de quête initiatique avec des femmes à la place des hommes, ça existe, hein. Je vais t'en filer 2 ou 3 comme ça. Par exemple, il y a Mulan de Disney. Au début de l'histoire, le capitaine est plus fort et plus compétent que Mulan. Pourtant, à la fin, c'est elle qui sauve la Chine. Anastasia, le film de la Warner trop stylé. Elle part en voyage avec un mec plus compétent qu'elle. Pourtant, à la fin, c'est elle qui tue Rasputin. Plus récemment, il y a même Vaiana. Il y a Maori qui est un putain de demi-dieu tout puissant. Et pourtant, c'est Vaiana qui sauve le monde. Bon, je te prends des exemples Disney à la con. C'est bien pour te montrer qu'en fait, la quête initiatique, c'est le truc de base. Que tout le monde peut faire, qui parle à tout le monde. C'est pour ça que c'est tellement réutilisé tout le temps. Ça marche bien. C'est facile à écrire. Ouais. Après, il est vrai que souvent dans les histoires de type quête initiatique, c'est plus souvent des hommes les héros que des femmes. Et il n'existe pas masse d'exemples ciné qui me viennent en tête. Mais en manga et en animé, en revanche, il y en a plein. Sailor Moon et à peu près tout ce qui s'est fait en matière de Magical Girl ou d'animé sportif féminin, par exemple, bah, c'est des quêtes initiatiques avec des femmes. Genre Keijo, par exemple. La série où des meufs à gros cul se poussent dans des piscines. Quête initiatique de ouf. Et il y a quasi aucun homme dans la série. Ouais, je suis pas sûr que c'était le meilleur exemple. Ouais. Bref, tout ça pour dire, le syndrome Trinity, c'est réel ou pas? C'est pertinent ou pas? Et bah, pour toutes les raisons que je viens de t'expliquer dans cette vidéo, personnellement, j'ai l'intime conviction que non. C'est un truc qui a été plus ou moins monté en épingle pour vendre du papier, pour dénoncer peut-être le manque de représentation des femmes dans les médias de masse. Or peut-être, mais après la question à se poser c'est... Et ça c'est un truc que j'ai vraiment un problème avec ça, c'est... Si je mets une femme dans mon histoire, je crée un personnage, est-ce que automatiquement en tant que femme, elle représente toutes les femmes? Parce que si elle représente toutes les femmes, du coup j'ai plus le droit de lui mettre des défauts à mon personnage. Est-ce que c'est un personnage plein et entier avant de représenter toutes les femmes? Comme par hasard, c'est comme on dit, il y a un noir dans le film, il doit représenter tous les noirs de la planète. Il doit forcément être stéréotypé, représenter le truc. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que quand tu fais un personnage... On ne pose pas la question avec un homme d'ailleurs. Quand il y a un Superman, on dit pas que Superman représente tous les hommes. Ça n'a aucun sens. Alors pourquoi quand on parle d'un personnage féminin, il devrait représenter toutes les femmes? Moi je comprends pas ça. J'ai un problème avec ça. Faudrait qu'on m'explique en quoi, quand tu fais un personnage féminin,
il doit représenter toutes les femmes forcément. Ça représente l'image de la femme. Non, c'est une femme parmi d'autres. Si tu dois, chaque fois que ton personnage féminin représente, il doit représenter, il doit avoir ce poids-là de représenter toutes les femmes, il doit forcément être positif, le personnage. Alors que non, les personnages les plus intéressants, c'est les personnages qui ont des défauts, qui ont des failles, qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas tout beaux, tout gentils. Là, ce qu'on essaye d'imposer avec ce truc all inclusive, là, c'est qu'on essaye de nous balancer des histoires de plus en plus manichéennes, en fait. Qui n'apportent rien. On revient au basique du basique, au niveau zéro de l'écriture de personnages et d'histoires, parce qu'on va se contenter de mettre les méchants et les gentils. Les tolérants et les pas tolérants. Et non, moi j'aime bien les histoires qui sont un peu plus complexes que ça, qui vont fouiller un peu plus loin que ça, qui montrent que le monde n'est pas noir ou blanc, mais que c'est un espèce de mélange de gris. Ouais, c'est la phrase bateau de merde qu'on te sort tout le temps, mais c'est ça. Sinon, comment tu fais pour écrire des personnages intéressants si tu peux plus en faire des failles, des trucs comme ça? C'est chiant, ce truc-là. Bon, là, je suis un peu sorti du sujet. Enfin, bref. Voilà. Donc, comme d'habitude, je te laisse le soin de dire en commentaire ce que t'as pensé de ma vidéo, ce que t'as pensé de mes arguments. Peut-être que t'as pensé que c'est de la grosse merde et que tu vas tout détruire avec quelque chose de construit, d'argumenté, qui peut être cool. Et dans ce cas-là, bah, j'apprendrai des trucs. Voilà, soit t'es d'accord, tu mets Psartec cousin, je suis d'accord avec ce que tu racontes, en fait, c'est parfaitement logique. Tu mets un pouce, tu t'abonnes, tu te désabonnes, fais ce que tu veux. Et moi, je m'en vais vers d'autres cieux, comme la Team Rocket. Je vais pas te faire l'effet spéciaux de la Team Rocket, j'ai la flemme. Mais je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures spatulesques, avec beaucoup de passion. Bisous. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?